Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. La Banque mondiale possède désormais un nouvel instrument d'évaluation du climat des affaires. L'outil va permettre à l'institution d'évaluer l'économie de 54 pays dont le Togo. Les précisions à suivre. Aussi, nous parlerons coopération sécuritaire. L'Union européenne entend envoyer dans les prochains jours une mission civilo-militaire dans 4 pays de l'espace ouest africain. Mais à quelle fin concrètement, vous le saurez dans un instant. Puis, au-delà de nos frontières, la France semble déterminée à sauvegarder à tout prix sa présence au Niger, l'un de ses partenaires au Sahel. Lors d'une allocution à l'endroit des ambassadeurs français ce lundi, Emmanuel Macron a réitéré son soutien quant à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Nous y reviendrons. En Espagne, du nouveau dans l'affaire du baiser forcé donné par Luis Rubiales à Jennifer Hermoso, une joueuse espagnole à l'issue de la finale de la Coupe du Monde féminine. Ce lundi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Madrid pour dénoncer l'acte et réclamer justice. Voilà pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Business Ready ou encore Be Ready, c'est le nom du nouvel instrument d'évaluation du climat des affaires de la Banque mondiale. L'institution va se servir de ce nouvel outil pour évaluer l'économie de 54 pays, dont le Togo. Dans le reportage qui suit, nous vous donnons un peu plus de détails sur ce nouvel instrument. Le reportage, il est signé Nadège Arlidia. Actuellement, une liste de 54 pays fait objet d'évaluation par la Banque mondiale dans le Togo. Il est question d'interroger le climat des affaires et des investissements, autrement dit, les capacités économiques de ces pays. Le projet, dénommé Business Ready, aura à traiter les informations ayant trait au paysage économique des pays. Ce dernier vient remplacer le rapport Doing Business, qui était une publication importante du groupe de la Banque mondiale s'intéressant aux indicateurs de réglementation du climat des affaires des économies. À la différence de celui-ci, le Business Ready, au diminutif Be Ready, aura à corriger les limites du précédent projet ayant pris fin en 2020. Il vient donc sous forme de complément et a un champ d'intervention plus inclusif. Il implique le capital humain, l'innovation, la gouvernance et même des paramètres comme le changement climatique et les risques géopolitiques sur le climat des affaires. La mission principale est l'autre, n'a pas changé. Favoriser les investissements privés, perfectionner la productivité et créer de l'emploi. Avec ce nouveau projet, faire des affaires devrait être beaucoup plus facile aux opérateurs économiques togolais se référant aux notes rendues publiques. La première édition du projet se projette déjà sur le printemps 2024. Est-ce que le Togo pourra-t-il réellement relever le défi du nouveau projet d'évaluation des économies émergentes? La réponse est à trouver dans une concertation du ministère chargé de l'investissement, de la cellule du climat des affaires et de la communauté des affaires au Togo. Il s'agissait d'évaluer les différentes réformes opérées jusqu'à ce jour. Les précisions de Koufi Kligé. Le Togo s'apprête à passer à l'évaluation du climat de ses affaires par le nouveau projet de la Banque mondiale Business Ready. Dans cette optique, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de l'Investissement, fait le point des réformes avec la communauté des affaires du pays. Cette communauté, composée d'avocats, d'architectes, de notaires et de déclarants en douane entre autres, a échangé avec l'État et son aile marchande de la cellule du climat des affaires. Selon Rose Kayi-Mivedor, ministre chargé de la promotion de l'investissement, l'échange avec la communauté des affaires du Togo permettra de recenser les répercussions positives que les précédentes réformes ont eues sur les affaires au Togo, puis répertorier les difficultés qui jalonnent le parcours de l'investisseur au Togo. Et c'est par rapport aux difficultés que l'État pourra éventuellement identifier les prochaines réformes à faire pour renforcer l'attractivité de la destination Togo. Au premier trimestre de l'année 2023, le Togo a validé 4 nouveaux projets d'investissement d'une valeur de 19 milliards de francs CFA selon les précisions du ministère. En 2022, c'était 36 projets d'investissement que le pays avait validés, 18 projets du Code des investissements et 18 autres du statut de la zone franche. Le tout estimé à 150,2 milliards de francs CFA.
4 pays ouest-africains, dont le Togo, vont bénéficier dans les jours à venir d'une mission civilo-militaire de la part de l'Union européenne. L'objectif, c'est de contrer l'extension des groupes armés terroristes, mais aussi de réduire l'influence russe de plus en plus croissante dans la dite zone sur l'ensemble du continent africain. Promise Pomebe, Félicité Chapla et Lolognon Kondo. Au moment où la présence militaire occidentale et surtout française divise au sein de la communauté ouest-africaine, l'Union européenne s'apprête à envoyer une mission civilo-militaire au Togo et dans 3 autres pays d'Afrique de l'Ouest. Cette mission aura pour objectif de prévenir l'extension des activités des groupes djihadistes, mais aussi contrer l'influence croissante de la Russie dans la région. Selon les dires, cette mission qui devra être déployée dès que les ministres des Affaires étrangères de l'UE l'auront officiellement approuvée, va former et conseiller les forces de sécurité locales, aider à la préparation d'opérations antiterroristes, apporter un soutien technique et mettre en œuvre des mesures pour renforcer la confiance dans le secteur de la sécurité. Le Togo, le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire vont donc accueillir cette force dans un contexte de difficultés diplomatiques pour les acteurs européens dans le Sahel et où les actions de la force Barkhane sont dépréciées par les populations des pays où elle est intervenue, tels que le Mali, le Burkina et le Niger. Ces 3 pays sont actuellement dirigés par des pouvoirs militaires qui ont renversé leurs dirigeants en évoquant, entre autres raisons, la mauvaise gestion de la crise sécuritaire. À croire les hauts diplomates de l'Union européenne associés à la planification du service européen pour l'action extérieure, cette intervention qui se prépare s'expliquerait par une certaine crainte de l'Union européenne de voir des groupes djihadistes continuer à étendre leurs activités en Afrique de l'Ouest, du Sahel vers les pays côtiers du sud du golfe de Guinée, ce qui pourrait aggraver l'instabilité dans la région. Autre chose, le Bénin et le Ghana auraient déjà envoyé eux-mêmes une invitation à l'Union européenne pour bénéficier de son appui militaire. Fait palpable après la Seconde Guerre mondiale, le recours à l'armée nucléaire a plongé le monde dans une course à l'armement sans précédent. Ce 29 août marque la journée internationale contre les essais nucléaires et les Nations Unies espèrent qu'un jour, toutes les armes nucléaires seront éliminées pour la paix et la sécurité dans le monde entier. Le sujet nous intéresse dans le reportage qui suit. Il est de Bernard Quinvy. Les armes nucléaires posent une menace importante pour l'humanité. Elles constituent une force de dissuasion redoutable. Au fil des années, la menace nucléaire s'accentue. L'interdiction complète des essais nucléaires constitue une étape pour parvenir au désarmement nucléaire. C'est dans cette optique que la communauté internationale appelle à éduquer le public et à le sensibiliser aux effets des explosions expérimentales d'armes atomiques et autres explosions nucléaires et la nécessité d'y mettre fin. L'objectif est de parvenir à un monde sans armes nucléaires. Les armes nucléaires sont classées dans la catégorie des armes de destruction massive au même titre que les armes biologiques et chimiques en raison de sa capacité immense de destruction provoquée par les effets thermiques, de souffle et de rayonnement qui se succèdent. Leur utilisation, même à une échelle restreinte, aurait des conséquences catastrophiques et durables sur la santé humaine, l'environnement, le climat, la production alimentaire et le développement socio-économique pour ne citer que cela. Selon les spécialistes, des milliers d'armes nucléaires sont en fonction actuellement. Pas moins de 5000 armes sont toujours opérationnelles et prêtes à être utilisées rapidement dans les 2 minutes. Rappelons aussi que le premier essai nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945. Depuis cette date, plus de 2000 essais nucléaires ont été effectués. Et au fil des années, il est apparu que les essais nucléaires ont des conséquences redoutables et tragiques. Ces armes actuelles sont beaucoup plus puissantes et destructrices qu'à l'époque. Par ailleurs, à ce jour, 9 pays dans le monde disposent d'armes nucléaires. À l'international, alors que la diplomatie semble la voie privilégiée par bon nombre de pays pour la résolution de la crise actuelle au Niger, Paris, quant à lui, n'a pas changé sa position. Lors d'un discours ce lundi à l'endroit des ambassadeurs français, le président français Emmanuel Macron a réitéré le soutien de la France quant à une intervention militaire de la CEDEAO sur le territoire nigérien. Voici son intervention.
Craignant de se voir chassé du Niger, un de ses derniers partenaires au Sahel après la rupture avec le Mali et le Burkina Faso, Emmanuel Macron a lundi condamné les militaires arrivés au pouvoir depuis le 26 juillet dernier et qui retiennent prisonnier le président renversé Mohamed Bazoum. Le président français a réitéré son soutien à toute action envisagée par la CEDEAO. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Emmanuel Macron a égratigné au passage Washington et certaines capitales européennes, dont Berlin et Rome, qui privilégient la diplomatie dans la crise nigérienne, quand la France se dit prête à soutenir une solution militaire de la CEDEAO. En attendant, Paris a suspendu son aide au développement et sa coopération militaire, sans pour autant dénoncer les accords de défense existants avec le Niger. Toujours dans la sous-région au Mali, l'opération de retrait de la mission de maintien de la paix au Mali MINUSMA, réclamée par la junte, va entrer dans sa deuxième phase à partir de vendredi prochain. C'est ce qu'ont annoncé les autorités des Nations Unies. Une opération qui s'annonce compliquée au vu des dispositions sécuritaires et logistiques actuelles. Voici le point. Suite à une demande de la junte malienne, le Conseil de sécurité de l'ONU avait mis un terme immédiat le 30 juin à la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA, prévoyant un retrait de ses quelques 13 000 militaires et policiers d'ici le 31 décembre 2023. Une opération délicate suivant un calendrier d'une complexité sans précédent. Des empires de la MINUSMA à l'État malien, qui commence dès le 1er septembre 2023, doit s'exécuter suivant le chronogramme convenu. Autant nous sommes ouverts au dialogue pour régler pacifiquement les questions ponctuelles qui peuvent se poser, autant nous tenons au respect strict des délais convenus pour le transfert des camps de Tessalit, d'Aguelok et de Kidal à l'État du Mali. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali n'envisage pas de prorogation du délai de départ de la MINUSMA au-delà de la date du 31 décembre 2023, fixée par la résolution 2690. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, El Gassi Mohan, estime que la seconde phase du retrait de la MINUSMA sera extrêmement difficile du fait des conditions sécuritaires et logistiques. À ce jour, et nous restons sur la bonne voie pour la clôture de la mission d'ici au 31 décembre 2023. Toutefois, des difficultés se sont présentées dans la mise en œuvre de cette première phase du plan de retrait. À cet égard, l'expérience de la fermeture du camp de Ber a été révélatrice. Le dernier convoi de casques bleus, d'équipements et de matériel qui s'est retiré de Ber pour rejoindre la ville de Tombouctou a mis 51 heures pour parcourir les 57 km du trajet en raison de la nature du terrain qui est peu favorable, une situation aggravée par la saison des pluies et de l'insécurité. À ce jour, 1096 casques bleus avaient été rapatriés dans leurs pays respectifs. Ce retrait intervient dans un contexte de paralysie de l'accord de paix de 2015 et alors que certains camps de la MINUSMA qui doivent être remis aux autorités maliennes sont convoités par l'ex-rébellion. Actualité au Soudan à présent, c'est une première en l'espace de 5 mois depuis le début des conflits entre forces armées soudanaises et forces paramilitaires. Hier, le général Abdel Fattah al-Burhan a tenu une rencontre avec plusieurs membres du gouvernement de transition. La fin du conflit était au cœur des échanges. Voici le compte rendu. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré lundi à Port-Soudan quelques membres du gouvernement de transition pour la première fois depuis le début du conflit. Au cours de cette réunion, le ministre soudanais de l'information a salué la progression des forces armées. L'effort déployé dans les différents secteurs productifs, qu'il s'agisse du secteur agricole ou minier, doit être préservé et doublé en production pour le bénéfice de tous les Soudanais. J'ai affirmé à la fin de la réunion que la rébellion des forces de soutien rapide est en déclin et que la victoire est très proche. Le général Abdel Fattah al-Burhan a lui appelé à en finir avec la rébellion des paramilitaires, refusant les discussions après plus de 4 mois de guerre sanglante. Alors que dimanche sur X, le général Daglo avait proposé un plan intitulé Renaissance du Soudan, vision pour un nouvel État.
Confusion diplomatique au sein du gouvernement libyen après avoir suspendu et démis la ministre des Affaires étrangères Najla Al-Mangouche de ses fonctions. Le premier ministre libyen Abdelhamid Deiba s'est rendu à l'ambassade palestinienne à Tripoli. Les explications sur la situation dans le reportage qui suit. Le premier ministre libyen Abdelhamid Deiba s'est rendu lundi à l'ambassade de la Palestine dans la capitale Tripoli pour exprimer le soutien libyen à la cause palestinienne après avoir suspendu puis limogé Najla Al-Mangouche, la ministre des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie libyenne a été démise de ses fonctions pour avoir rencontré récemment son homologue israélien en Italie, une entrevue interdite par les lois libyennes. La Libye ne reconnaît pas Israël et s'oppose à toute normalisation avec ce pays. L'ambassadeur palestinien a salué le limogeage de Mangouche et pourtant, selon des informations rendues publiques par plusieurs spécialistes du pays, le Premier ministre aurait en réalité donné son accord à l'entretien avec le ministre israélien. Le sort de l'ex-chef de la diplomatie était inconnu lundi. Selon l'agence de presse turque Anadolu, citant des sources de sécurité anonymes, un avion gouvernemental libyen l'aurait conduite de Tripoli à Istanbul dans la nuit. Puis en Espagne, l'affaire du baiser forcé au cœur duquel se retrouve Rubiales Luis, le patron du football espagnol, a pris une toute autre tournure ce lundi. Des milliers de femmes sont descendues dans les rues de Madrid pour dénoncer l'acte de Rubiales et soutenir Jennifer Hermoso qui réclame justice. Des milliers de personnes sont descendues lundi dans les rues de Madrid, la capitale espagnole, pour soutenir Jennifer Hermoso, la star de l'équipe féminine de football du pays, embrassée sur la bouche par le président de sa fédération. La justice espagnole a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle après ce baiser forcé. Tant la réponse sociale a été unanime, nous avons tous été unis. Ce n'est plus normalisé, le consentement est au centre, seul le oui est oui. Et grâce à l'élan du mouvement féministe de ces dernières années, nous sommes dans la rue pour dire seul le oui est oui et que les rues et les terrains sont aussi les nôtres. Les féministes sont amères alors que la championne du monde dit avoir été victime d'une agression faute de consentement de sa part. Jennifer Hermoso a 15 jours pour porter plainte. La question du mouvement féministe est si devant des millions de personnes, Rubiales avait la légitimité de donner un baiser à une footballeuse. Que se passe-t-il pendant les camps d'entraînement privés ou dans les champs de Huelga? Luis Rubiales a été suspendu samedi de toute activité liée au football par la FIFA pour une durée de 90 jours. Les présidents des fédérations régionales de football de son pays ont demandé lundi sa démission. Voilà, ainsi se referme donc cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain pour un autre point. D'ici là, portez-vous bien.